Alors bonjour à toutes et tous, bonjour à toutes et tous, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webconférence, «Les bonnes pistes pour cuisiner plus bio», partage d'expériences de formateurs et de formatrices. Alors je suis Julien Pic, je suis en charge de la restauration à l'agence bio et nous animerons ce webinaire avec Mathilde, Zelinski d'Aprobio et mes collègues Laura Faujour et Juliette Vauvan de l'agence bio. Nous aurons 4 temps d'intervention qui rythmeront ce webinaire, qui seront également introduits à chaque fois par 3 questions sondage, plus on avait prévu une petite vidéo, on ne pourra pas vous la diffuser, on la diffusera en replay. Ce webinaire sera enregistré, il sera accessible en replay sur le site Cuisinons Plus Bio et celui de l'agence bio. En raison du nombre important de participants, vous devrez poser vos questions dans le chat. Après chaque intervention, nous nous efforcerons de les poser aux intervenants pendant la conférence. Si elles sont trop nombreuses, nous vous apporterons les réponses soit dans le chat, soit plus tard via un emailing. Je vous propose donc d'introduire le webinaire. Depuis 2021, la part de bio en restauration collective bien plafonne sous les 7 en valeur d'achat, loin des 20 minimum que nous devons atteindre dans le cadre de la loi Egalim. Dans le même temps, les plus de 80 000 opérateurs, producteurs et transformateurs français engagés dans le bio n'ont jamais été aussi nombreux. Cependant, la production française reste en mal de débouchés. Nous abordons depuis 2 ans, enfin nous observons pardon, depuis 2 ans une baisse des surfaces cultivées en bio et cette année, nous risquons d'observer également une diminution nette du nombre d'exploitations. Nous restons convaincus que les marges de main-d'œuvre existent pour augmenter la part de bio en restauration collective. C'est vrai, s'engager à cuisiner plus bio dans les cantines, c'est le défi que doivent relever au quotidien de nombreuses collectivités territoriales au travers de leurs élus, gestionnaires, directions, logisticiens, mais également les équipes en cuisine, responsables, cuisiniers, agents. C'est une chance, mais c'est aussi un projet complexe et ambitieux qui passe par la sensibilisation de tous les acteurs aux enjeux d'une transition agricole et alimentaire, par l'expression d'un besoin et la formulation d'un projet partagé collectivement, par le choix d'un accompagnement qui corresponde à ce besoin pour sourcer en produits biolocaux et de saison, pour adopter de nouvelles recettes, de nouvelles techniques culinaires et pour adapter aussi les marchés pour positionner plus de bio. Mais comment faire? Eh bien, ce webinaire présente différents modes d'accompagnement à toutes les étapes du process pour concocter le futur désirable d'une cuisine de restauration collective engagée dans la promotion d'une agriculture et d'une alimentation plus bio. Nous tenons à remercier les intervenants pour leur participation, leur investissement à l'organisation de ce webinaire et leur engagement au quotidien pour promouvoir plus de bio dans les écoles et également dans les EHPAD et les résidences seniors. Donc Mathilde, je te passe la main pour introduire le webinaire. Bonjour à toutes et à tous et merci déjà à l'agence bio pour l'invitation. Je suis Mathilde Zilinski et je travaille au sein de l'association Aprobio en région Hauts-de-France et notamment sur des missions en lien avec la restauration collective. Quelques explications sur Aprobio. Aprobio fait partie des interprofessions biorégionales. On appelle ça aussi des interbio, qui couvrent différentes missions pour fédérer tout le réseau bio de nos régions respectives, aussi bien les producteurs, transformateurs, distributeurs, associations de consommateurs ou alors des territoires. Parmi nos missions, nous accompagnons et développons les filières bio-régionales. Nous travaillons aussi à la relocalisation des produits bio en restauration collective. Ou encore, nous intervenons auprès des citoyens ou des convives pour les sensibiliser au label bio. L'objectif est d'œuvrer pour l'accès de tous à une alimentation durable et de qualité. Et vous aurez l'occasion de découvrir d'ailleurs les témoignages de plusieurs interviews au cours de l'après-midi. Donc, j'en dis pas plus. Pour démarrer, on voulait vous poser une petite question pour faire connaissance. Alors, il y a une question qui s'affiche à l'écran. Quelle fonction occupez-vous? Donc, il y a plusieurs choix. Est-ce que vous êtes un élu, un chef de cuisine, gestionnaire, directeur, directrice, fournisseur de produits, chargé de mission? Ou si vous ne vous retrouvez pas dans une de ces suggestions, vous pouvez cliquer sur Autre. On vous laisse encore
quelques secondes pour répondre avant de regarder les réponses. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, pour les résultats, on a une majorité de chargés de mission en charge de projets alimentaires, PAT, Aglo par exemple, à 24%. Ensuite, on a 16% de chefs ou personnel de cuisine de restauration collective, puis des gestionnaires, des fournisseurs de produits et directeurs. En majorité, vous ne vous retrouvez pas dans chacune de ces catégories. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat de quelle structure vous faites partie. En tout cas, bienvenue à ce webinaire. Donc, merci pour vos réponses. On va pouvoir passer au premier témoignage, donc Karim et Marine de Biocentre. On va vous laisser la parole pour 10 à 12 minutes de présentation. Pendant ce temps-là, en tant que participant, vous avez l'accès au chat. Posez vos questions. Après ce témoignage, on reviendra sur vos questions et on aura la possibilité d'y répondre. Marine, Karim, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. On vous laisse la main. À tout de suite. Super, merci. Bonjour, donc moi je suis Marine Carasset, je suis conseillère territoire à Biocentre. Moi, Karim Brisset, conseiller alimentation durable à Biocentre, anciennement chef de cuisine pour les lycées de la région Centre-Val de Loire. Voilà, donc Biocentre, c'est l'interprofession bio de Centre-Val de Loire, donc l'équivalent d'AproBio. Si vous pouvez revenir sur la diapo précédente, s'il vous plaît, je veux bien. L'équivalent d'AproBio, donc en région Centre-Val de Loire, on représente aussi de l'amont à l'aval de la filière. Donc on a des adhérents qui sont consommateurs, producteurs, transformateurs ou distributeurs. Notre travail, c'est effectivement de développer, de pérenniser la filière de l'agriculture biologique en région Centre. Pour cela, on travaille directement avec les producteurs, mais on a aussi un travail de développement sur les territoires. Donc, on est une équipe territoire et restauration collective qui a été créée en fait en 2018 suite à des demandes assez nombreuses des collectivités et des chefs de restauration sur comment s'approvisionner, comment mieux travailler les produits bio, mais aussi comment répondre aux objectifs de la loi Egalim, puis de climat et résilience. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire. On a une troisième tête dans notre équipe qui est Nastasia Cuse et qui est conseillère diététicienne, conseillère alimentation et diététicienne, et qui a une expérience importante en cuisine centrale, puis chez des fournisseurs de restauration. Donc, on accompagne l'ensemble des territoires de la région au travers notamment des projets alimentaires territoriaux, mais aussi dans la structuration des plans d'action à destination de la restauration collective. Voilà. Je viens pour la suite. Alors, le but de nos missions, essentiellement, c'est d'accompagner les collectivités, donc du coup, pour atteindre les objectifs de la loi Egalim, mais à savoir 20% de produits bio en volume, en prix d'achat. Et donc, pour accompagner ces collectivités, il y a plusieurs leviers existent. Les leviers, ça va être essentiellement de faire plus de faits maison, de revenir à une cuisine avec plus de produits bruts, en respectant aussi la saisonnalité des produits. Parce que ça permet d'augmenter la qualité et ça permet également aussi de faire des économies. Ne pas consommer de tomates en hiver, par exemple. La végétalisation des menus aussi, à travers le repas végétarien qui est obligatoire par la loi climat résilience. Donc, comment proposer des repas de qualité, des repas végétariens de qualité aux élèves. C'est aussi la limitation du gaspillage alimentaire, ça c'est un des principaux leviers aussi, et le travail sur les approvisionnements. Pour ça, du coup, on a créé des accompagnements basés sur un triptyque en fait assez complémentaire.
que Karim va vous développer. Alors, au niveau des accompagnements qu'on propose, d'abord, on va se concentrer sur le diagnostic, sur faire un état des lieux du restaurant de la collectivité. Ça peut être au travers le diagnostic cuisine, où là, on va accompagner l'équipe de cuisiniers pendant une journée sur leur site, parce que chaque site est différent, pour essayer de trouver les différents leviers, que ce soit au niveau du matériel, des achats, des techniques des cuisiniers. L'idée, c'est vraiment de se rendre une journée sur place pour faire un état des lieux précis, une photo de la situation actuelle. Donc, il y a le diagnostic cuisine. On propose aussi également des audits achats. Beaucoup d'établissements ne déclarent pas les achats sur la plateforme Ma Cantine, ce qui est pourtant une obligation, mais peu d'établissements ont le temps d'effectuer ces déclarations. Donc, ça peut être un accompagnement aussi déjà pour savoir précisément où on en est au niveau des achats. Et après, faire les démarches sur le site Ma Cantine pour être en règle à ce niveau-là. Un autre accompagnement, c'est le suivi des prestations de services aussi. Voir comment les collectivités qui ont concédé leur système de restauration, voir au niveau des contrats comment si les contrats sont bien établis avec les prestataires, et voir dans quelle mesure les collectivités peuvent être accompagnées à ce sujet-là. On a aussi l'accompagnement au menu. Le but, c'est d'établir des menus chiffrés qui vont permettre de constater que la réalisation d'un menu avec un pourcentage de produits bio élevé est possible sans toucher au budget. Parce que bien souvent, on entend le bio, c'est plus cher, mais c'est vrai qu'on peut équilibrer le menu de façon à ce qu'il n'y ait pas de surcoût. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on propose. La création de cycles de menus chiffrés qui vont permettre d'atteindre les objectifs de la loi Egalim sans dépenser, sans aller au-delà du budget. Et pour finir, ce qui est important aussi, c'est l'accompagnement au marché public, parce que les achats, ça va être très important pour maîtriser le budget. Entre 10 et 20% du budget peut être perdu si les achats ils sont pas suivis. Donc et même les établissements qui utilisent les marchés publics, dans la construction des marchés publics, en fonction de la construction des marchés publics, il peut y avoir aussi des économies à faire ou intégrer des producteurs pour qu'ils puissent répondre aussi à ces marchés aussi. Le deuxième type d'accompagnement, c'est les formations qu'on peut faire. Et à ce moment-là, on a des formations qui sont plutôt orientées techniques culinaires et des formations qui sont plutôt théoriques ou nutritionnelles et réglementaires. Karim, à toi pour les pratiques. Alors, du coup, on propose une formation au repas végétarien. L'importance du repas végétarien, c'est de proposer un menu qui va plaire aux convives aussi. Et c'est un menu qui doit permettre de faire des économies, afin que l'économie elle puisse être réinjectée dans l'achat de produits de qualité, de produits labellisés, en fait. Donc, il y a une vertu économique sur le repas végétarien et qui peut permettre aussi de développer aussi les achats de produits locaux et de qualité. Donc, le but, c'est vraiment de trouver des recettes. On a développé un catalogue de recettes. On a fait plusieurs tests sur plusieurs publics, que ce soit des élèves de maternelle, collège ou lycée. On a pu tester ces recettes pour être sûr que, en fonction du volume de service, que ce soit pour 100, 200 ou 1000 couverts, les recettes soient adaptées
au volume des établissements et qu'elle n'engendre pas de gaspillage alimentaire. Donc, on a un très bon catalogue de recettes qu'on propose lors de formations. Ces formations-là, c'est des formations qui sont en gros à 30% théoriques et 70% pratiques, avec des temps d'ateliers culinaires qui sont très importants, qui correspondent du coup généralement à des publics de responsables de cuisine, de chefs ou de seconds ou même d'aides de cuisine, qui ont des appétences un peu moindres pour les formations théoriques et qui ont besoin de formations pratiques qui pourront réutiliser derrière. Et donc, c'est des formations techniques culinaires qui sont vraiment appréciées par les gestionnaires, par les chefs de cuisine. Donc, on passe peut-être aux formations suivantes. C'est vrai que bien souvent, on pense que les problématiques pour atteindre les objectifs Egalim, c'est des problématiques de budget, mais sur le terrain, on se rend compte que le levier formation, travail de produits bruts, connaissance de la loi Egalim et du repas végétarien, c'est vraiment un levier qui est essentiel. Parce que souvent, c'est pas le cœur du métier des cuisiniers. Ils n'ont pas été habitués à travailler avec ces techniques-là. Et ils ont souvent recours à l'ultra transformé en fait pour pallier un peu les lacunes qu'ils auraient sur ces modes de cuisine. Donc c'est vrai que ça passe très très bien. Les cuisiniers apprécient beaucoup. Sur les formations suivantes, Julien, si tu peux passer la suite. On a des formations réglementaires marché et des formations de nutrition qui ont vraiment pour objectif de compléter en fait les formations pratiques qu'on vient de décrire, avec effectivement des formations sur la rédaction des marchés pour une évolution en fait des pratiques vraiment sur ce sujet-là, sur l'approvisionnement, sur la réglementation nutritionnelle, sur le plan de maîtrise sanitaire aussi, qui est quand même un aspect qui prend du temps et qui peut être simplifié et quand il est maîtrisé beaucoup plus simple. Voilà. Et puis sur la partie nutritionnelle, l'idée c'est de donner les clés aux gestionnaires et aux chefs de cuisine pour pouvoir élaborer des menus équilibrés dans les contraintes qu'on leur donne, en plus en ajoutant la loi Egalim et la loi climat et résilience. Donc voilà. Juste avant de terminer notre présentation, je voulais vous présenter comment est-ce qu'on pouvait en fait accéder à ces formations-là. Julien, si tu peux avancer. L'idée pour les agents territoriaux, principalement, en fait, on a l'identification du besoin, encore une fois. Et donc, la collectivité nous contacte. Deux possibilités par la suite. L'organisation d'une formation directement avec la collectivité, personnalisable. On a un catalogue de formation qui peut tout à fait être revu et retravaillé. Et donc, en tant qu'organisme de formation, puisque Biocentre est du coup certifié Calliope. Et ensuite, aussi la possibilité de passer par le CNFPT, qui est la voie en fait classique, entre guillemets, d'un agent territorial. Donc là, deux possibilités encore. La formation de catalogue qui est organisée par le CNFPT, donc vous recevez le catalogue et vous pouvez le trouver sur leur site internet. Ou alors des formations en intra, puisque nous, on a répondu à un marché du CNFPT qui permet en fait aux collectivités de la région d'avoir accès à des jours de formation, soit par leur catalogue, soit des formations qui sont totalement personnalisables sur le territoire à la date voulue et avec un déroulé qu'on travaille ensemble. Quelle est la différence entre ces deux types de formations, formation en intra ou formation hors CNFPT? Julien, si tu peux passer la diapo suivante. Là, je vous ai mis un peu la comparaison. Donc, effectivement, les deux sont des formations sur le territoire, des formations théoriques et pratiques qui sont possibles, des conditions en réel de travail, ce qui tient à cœur des cuisiniers. Je pense que le retour que pouvait vous faire Karim tout à l'heure, c'est aussi ça. Un déroulé, du coup, par contre, formation en intra, un déroulé de CNFPT qui garantit un contenu de qualité puisqu'on est certifié Calliope et donc un gage de qualité. Une formation gratuite. La différence avec la formation hors CNFPT, c'est que le déroulé est totalement à la carte. On n'a pas non plus de seuil de participants puisque le CNFPT demande généralement un seuil minimal de participants. Mais par contre, c'est une formation qui est à la charge de la collectivité. Voilà.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur comment améliorer l'approvisionnement en restauration, enfin en produits bio, en restauration collective sur la région centre. Quelles sont les actions qui peuvent être mises en place par les collectivités et les établissements médico-sociaux, hein, pardon. Merci à tous les deux pour votre intervention. On a 2-3 questions pour vous. Donc, juste pour repréciser, donc, vous êtes l'Interbio Biocentre. Donc, sur quelle partie du territoire français vous intervenez? Région Centre-Val de Loire, uniquement. Il y a d'autres acteurs qui interviennent sur d'autres régions, soit effectivement des interprofessions type Aprobio en Hauts-de-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, ou d'autres sur des régions où il n'y a pas d'interpro. Une deuxième question concerne la loi Egalim. Donc là, ici, c'est le local non bio est-il pris en compte dans la loi Egalim? On parle bien du local bio français et non pas du bio étranger. Si je peux répondre, non, le local n'est pas pris en compte dans la loi Egalim. La loi Egalim, elle impose 50% de produits labellisés avec label de qualité AOP, AOC, label rouge, mais elle ne prend pas en compte le critère produit local, parce que l'appellation de produit local, en fait, elle va dépendre de la collectivité. Chaque collectivité a une définition d'un produit, a sa propre définition tout à fait de ce qu'est un produit local, en fait. Donc, c'est intéressant d'avoir des statistiques et de suivre l'évolution de consommation en produits locaux pour le cercle vertueux du local, mais il ne rentre pas en compte dans la loi Egalim. Après, juste pour compléter la réponse de Karim, il faut bien avoir en tête qu'on est nous, on est interprofession bio régionale. L'objectif, c'est bien de développer et de pérenniser la production bio de la région Centre-Val de Loire. Hein. Donc, et c'est quasi, enfin, je pense que l'ensemble des intervenants que vous allez avoir aujourd'hui et des autres acteurs qui peuvent être sur le terrain, c'est bien d'avoir une relocalisation de la production agricole et notamment bio, quoi. Donc, la question du local ou pas, elle est en fait, pour moi, elle est mineure parce que les acteurs qui vont vous accompagner, ils vont vous accompagner principalement sur relocaliser vos approvisionnements. Merci. On a une autre question ou une remarque. La principale difficulté est le prix des denrées. Il y a une inflation post-Covid qui ne se résorbe pas, avec un crédit nourriture de 380 000 € pour 120 000 repas dans un EPLE avec internat. Quelle est la place du bio? Alors, pour moi déjà, 380 000 € pour 120 000 repas, ça fait un coût matière à 3 €, ce qui est plutôt confortable, moi je pense, pour faire du bio. On a des établissements en majorité qui vont travailler avec des budgets de 2 €, aux alentours des 2 € par repas, et qui arrivent à atteindre les objectifs de la loi Egalim. Donc, il y a des leviers qui existent. Et on peut progresser et se rapprocher des objectifs de la loi Egalim. Mais pour moi, en tout cas, le budget, là, il n'est pas problématique, en tout cas, dans ce cas-là, pour moi. Voilà, je pense que Karim a fait la réponse qu'il fallait. Mathilde, si tu as une autre question. Il n'y a pas forcément de questions, il y a plutôt des remarques dans le chat. Très bien. Eh ben, merci à vous. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je me présente. Je suis Juliette Vauvant à l'agence Bio, chargée de communication sur toutes les questions de restauration, donc dans l'équipe de Julien et Laura sur le programme Cuisinons Plus Bio qui vous sera présenté un peu plus tard. Et avant de continuer et de passer à notre prochaine intervention, on souhaitait vous poser une autre question. Donc la question, c'est quelles sont vos attentes en matière de formation pour cuisiner plus de produits bio?
Et vous avez donc plusieurs réponses. Disposer d'une meilleure connaissance de ce qu'est le bio, maîtriser mon budget pour mettre plus de bio, améliorer notre sourcing produit et la connaissance des fournisseurs en bio, réaliser un diagnostic du fonctionnement de notre organisation pour cuisiner plus de produits bruts, améliorer notre closier pour commander plus de produits bio, sensibiliser les équipes aux enjeux du bio dans les lois Egalim et climat et résilience, et disposer des connaissances techniques culinaires pour cuisiner plus bio. C'est lancé. Donc, je vois que nous avons eu donc 91 personnes pour l'instant qui ont répondu. Et dans les... Alors, ah non, pardon, c'était celui de... C'est bon. Pour l'instant, dans les résultats, ce qu'on voit ressortir, ce serait plutôt donc, maîtriser mon budget. Donc, toutes les questions de budget. Ensuite, améliorer le sourcing et les connaissances produits et fournisseurs. Ensuite, disposer des connaissances techniques culinaires. Puis, sensibiliser les équipes et réaliser un diagnostic de fonctionnement, disposer d'une meilleure connaissance et, pour finir, améliorer le closier pour commander plus de produits bio. Donc, pour cette prochaine intervention, nous recevons donc Jean-Pierre Giacosa et Cécile Birard de l'association Restocco. Merci Juliette. Je démarre. Je suis Cécile Birard, je suis responsable formation du réseau Restocco. Jean-Pierre, si tu veux te présenter avant que je démarre. Oui, Jean-Pierre Giacosa, donc je suis formateur Restocco. J'ai passé ma carrière en tant auprès des distributeurs, auprès de la restauration collective, avec une spécialisation sur les marchés publics et les approvisionnements. Merci. Donc, Restocco, c'est un réseau interprofessionnel qui réunit aujourd'hui plus de 20 000 adhérents de la restauration collective en gestion directe, publique et privée, et qui réunit tous les secteurs d'activité, donc le scolaire, le social, le médico-social, les entreprises, les administrations. Au-delà de son réseau de représentativité, enfin de son rôle de représentativité, pardon, nous avons développé des services de formation et d'accompagnement pour nos adhérents sur des thématiques qui sont très diverses et qui collent très souvent à des obligations réglementaires. C'est notamment le cas des deux formations qu'on a mises en avant en vert sur votre écran, qui sont là en réponse aux obligations d'achat de produits durables et de qualité, dont bio. Donc, ce sont des formations que l'on a développées avec Jean-Pierre et dont on parlera un petit peu plus tard. Le service formation aujourd'hui est porté par une équipe à Dijon et est déployé avec une trentaine d'intervenants au niveau national. La majorité des formations que l'on déploie sont réalisées en intersite, c'est-à-dire que l'on intervient chez l'adhérent et on adapte nos contenus pédagogiques à leurs besoins et aux attentes des participants, et surtout quand on est sur de la pratique culinaire, on va s'adapter, nous, à leurs contraintes matérielles. Nous sommes venus aujourd'hui avec Jean-Pierre pour vous présenter un projet qui s'appelle « Plus de bio dans l'assiette de nos aînés ». On peut passer à la diapo d'après. Donc, c'est un projet qui est financé dans le cadre du PNA 2023-2024 et qui a deux objectifs très importants. Celui d'augmenter la part de produits bio dans les établissements qui accueillent des personnes âgées et ensuite de valoriser ces achats bio dans une offre de repas adaptée aux besoins nutritionnels des seniors. Donc, on aborde en fait ici l'enrichissement naturel des repas en valorisant les produits qui apportent de la protéine et de l'énergie. Donc, nous avons accompagné 3 sites pilotes qui sont cités sur la diapo, donc l'hôpital de Brest, le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté et le GHT des Alpes du Sud, puisque l'objectif du PNA, c'est aussi l'essaimage. Donc, l'idée, c'était de pouvoir intervenir à des niveaux différents d'un point de vue géographique. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons développé tout un programme de formation et d'accompagnement, dont une partie qui vient répondre à la problématique de l'achat des produits bio, donc la formation sur le sourcing des produits bio. Et là, je laisse la main à Jean-Pierre pour en parler. Oui, merci.
Alors, je crois que Karim Brisset en parlait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est l'état des lieux, hein. Donc, nous personnalisons avec des établissements qui nous reçoivent l'état des lieux, hein. Chaque établissement est organisé de façon différente, avec des moyens différents, des budgets différents. On a beaucoup parlé de ça aussi, hein. Et donc, c'est un premier point qui permet de bien poser les choses. Quand vous achetez le gré à gré, c'est une chose. Avec des centrales d'achat, c'est autre chose. Avec des marchés publics, c'est encore autre chose. J'ai vu circuler des questions, est-ce que le local rentre dans Egalim ou pas? Comment acheter du local? On n'a pas le droit de passer des appels d'offres en local. Autant de points qui sont importants parce que pour les élus, pour les directeurs d'établissements, pour tout le monde, il y a une forte poussée pour faire de l'achat local, hein. Ça a été répété tout à l'heure, dit, redit et écrit, hein. Ce qui est important, c'est de savoir que dans le cas des marchés, on n'a pas le droit de préciser qu'on veut du local. On peut jouer sur le nombre d'intermédiaires, on peut jouer sur certains paramètres, si vous voulez, sur la notation aussi. C'est un point très important, hein, pour favoriser les gens qui sont en local, mais par contre, on ne peut pas exiger du local. Donc, tout le but de la formation, c'est de mettre en exergue quels critères, quelle pondération des critères, en fonction de l'état des lieux de chaque établissement qui participe aux formations, hein, et de trouver des solutions, marché public ou pas, hein, pour pouvoir acheter des produits bio. Sur la diapo suivante. Donc, les marchés, je viens d'en parler, hein, donc du coup, c'est un peu difficile en une ou deux diapos de résumer, mais on va respecter le timing, hein. Ce qui est important, c'est de faire l'état des lieux aussi des marchés en place. Quels sont-ils? Comment achète-t-on? De quelle façon est-ce qu'on a l'outil? Est-ce qu'on a déjà des lots bio, pas bio? Est-ce qu'on veut les mélanger? Est-ce qu'on veut des lots spécifiques? Donc, tout ça reste très important, hein. L'autre point qui est mis en exergue, on vous a fait une synthèse, hein, ici, c'est la relation au fournisseur. On s'aperçoit, et ça c'est de l'expérience, hein, c'est une véritable expérience avec les gens qui participent au stage, c'est qu'on s'aperçoit que la relation, si vous voulez, elle est complexe. On dit, ah ben mon fournisseur me propose jamais de bio. Inversement, le fournisseur il dit, mais la collectivité n'achète pas de bio, elle n'a pas les moyens. Avec ces deux observations, on ne risque pas d'y arriver, si vous voulez. Donc, tout le point qui est déroulé durant ces formations, c'est d'essayer de voir comment modifier légèrement la relation fournisseur, alors que ce soit dans les marchés ou en dehors, hein, peu importe, hein, de façon à améliorer, si vous voulez, et à se mettre en phase par rapport à une volonté de faire plus de bio. Les catalogues, pareil, chaque fois on m'a dit mais j'ai du mal à avoir des catalogues, alors c'est le cas surtout en fruits et légumes, hein, mais un peu pour le reste aussi. Mais on s'aperçoit, on vous a mis 2 ou 3 exemples, vous verrez un peu plus loin, hein, de catalogues, et là déjà, réincarné, en passant un tout petit peu de temps sur les catalogues, on s'aperçoit qu'il y a des gros efforts de certains fournisseurs pour diminuer la différence entre le conventionnel et le bio, et donc du coup ça permet de faire pas mal de choses. Et puis les habitudes, on va en parler aussi sur les diapos suivantes, s'il te plaît Julien. Voilà, alors un exemple ici, bon, je ne rentre pas, on va aller un peu vite, le temps nous est compté, hein. On s'aperçoit avec les établissements qu'on a vus à l'instant T, bon là c'était en juillet l'année dernière, hein, que si on achète une tomate ronde conventionnelle en marché ou pas, hein, on peut avoir à côté une tomate allongée bio au même prix, voire moins cher. Alors la réponse c'est sur des difficultés, oui, mais on n'a pas l'habitude parce que l'habitude, c'est sûr que dans un budget limité, à un moment donné, si on ne change pas les habitudes, ça devient un peu plus complexe. Donc, on peut avoir, en changeant quelques petits paramètres, si vous voulez, un moindre écart entre le bio et le conventionnel. Autre exemple sur la diapo suivante. Voilà, là, sur un catalogue, on s'aperçoit que, par exemple, pour le fruit frais bio et le fruit frais conventionnel, il y a le même prix. Alors, il y a 0,6% de matière grasse en moins, il y a un tout petit peu de grammage. Mais quand on prend conscience de ça, on s'aperçoit que, ne serait-ce que travail sur le catalogue, on s'aperçoit qu'on peut, avec un moindre écart de budget, si vous voulez, travailler des produits bio français, hein, s'entend, mais c'est tout à fait faisable pour autant qu'on arrive à obtenir les catalogues, ce qu'on prouve dans nos déroulés de stage, hein, et de formation, est complètement accessible. On peut changer de diapo. Voilà, et donc on travaille sur d'autres éléments comme la mercure RNM. Alors je crois que c'est aussi Karim qui parlait de saisonnalité. On s'aperçoit ici, par exemple, sur un exemple de septembre de l'année dernière, qu'à un moment donné, les fruits et les légumes en pleine saison, il recommandait les fruits et légumes de saison, et moi aussi, hein, à un moment donné, sont complètement accessibles. Vous voyez le dernier exemple, la tomate allongée 1,70 dans le sud-est.
Moi, je suis basé dans le sud-est, mais je bouge sur toute la France. En pleine saison, elle est beaucoup moins chère, beaucoup moins chère que la conventionnelle, quoi. Donc, à un moment donné, à budget donné, c'est bien le but, évidemment, si on a plus d'argent, c'est plus facile. À budget donné, on déroule dans ces journées de formation des paramètres, des outils qui permettent aux stagiaires de trouver des pistes pour aller chercher l'accession à un peu plus de bio. Diapo suivante. Voilà, donc, alors ce qu'on fait aussi, évidemment, c'est, là, vous avez un exemple sur, j'ai vu des questions passer sur la montagne. Là, on est en plein on est dans le Doubs, là. On s'aperçoit, si vous voulez, il faut mesurer la disponibilité. Dans le Doubs, il y a de la crèmerie, il y a des BOF, il y a de la viande, mais il n'y a pas de production maraîchère. Dans les Hautes-Alpes, c'est un peu l'inverse, il y a la production maraîchère. Donc, l'état de la disponibilité bio, et Julien nous a donné des chiffres au départ, est très important lors des déroulés. Et donc, Cécile a dit, nous personnalisons chaque formation en fonction des données locales, notamment pour l'agriculture biologique. Diapo suivante. Donc là, c'est toujours le même point. C'est un exemple de ce qu'on déroule avec les stagiaires. Alors, encore une fois, Karim Brisset en parlait. À un moment donné, selon la région où on se trouve, il y a des disponibilités. Il disait de ne pas commander des tomates à Noël, mais en même temps, il faut aussi tenir compte des productions locales. Donc, c'est le but de ce type de travail que nous faisons avec nos clients. Même s'il y a des évidences, on s'aperçoit que quand on cherche le bio, il faut quand même s'appuyer sur les facilités de chaque région et de chaque production pour les mettre en exergue. Diapo suivante. Voilà, donc le dernier point qu'on travaille, c'est le sourcing. Et là je vais marquer une seconde d'arrêt pour bien le dire calmement. Ce qui est très, très important, c'est de rechallenger la façon de sourcer. La plupart des sites nous disent, et c'est l'expérience, ce n'est pas Jean-Pierre Jacosa ou Restocco qui vous parle, les établissements nous le disent, oui, on fait du sourcing. C'est un peu comme M. Jourdain avec la prose, si vous voulez. Mais rechallengeons-nous, revoyons quel est l'objectif, quelle est la stratégie. Je veux acheter du bio, mais du bio local. Oui, mais les marchés publics ne permettent pas de mettre la notion de local. Comment fait-on ? Où en est-on ? Je n'ai pas le temps. Oui, mais si on se répartit, on fait la crèmerie cette année, la viande l'année prochaine, et puis nous sommes 3 établissements, on va se répartir chacun la chose. Et donc, on essaie de rechallenger avec nos stagiaires la façon d'aborder le sourcing. Diapo suivante. Voilà, donc avec différentes étapes, les besoins, qui peut faire quoi. Et puis on s'aperçoit que finalement, tout le monde se prend en jeu. Et qu'en répartissant par famille de produits et progressivement au fil des mois et des années, on peut prendre chaque dossier à bras le corps et puis aller retrouver les petits fournisseurs locaux, les petits moyens ou gros, peu importe. Dans chaque cas, il y a des fournisseurs qui n'étaient pas reconnus et connus des personnes présentes à nos côtés. Donc je pense qu'il est hyper important d'accompagner, de personnaliser, de voir par région, par établissement, de se rechallenger et surtout de partir avec un plan de travail précis, quantifié, daté. Diapo suivante. Et puis voilà, donc ça c'est les étapes qui traitent par exemple le manque de temps. Oui, mais je suis seul, j'ai 18 familles à faire. Non, tu ne peux pas le faire. Donc, si on est 4 et qu'on fait 4 familles par an, en 3-4 ans, on aura fait la totalité de la marche aussi. Du coup, on retrouve du temps. Donc, tout ça pour dire, je crois que c'est la dernière diapo. Je vois non, que mon timing. Il en reste une. Allez, il reste une, je vais la laisser à Cécile. Franchement, c'est très excitant, ce sujet que Julien nous permet et l'agence bio aujourd'hui d'évoquer, parce qu'on s'aperçoit qu'à budget maîtrisé, on arrive quand même, en rechallengeant quelques points, à améliorer l'achat du bio. Et ça, c'est quand même une nouvelle qui est quand même très, très intéressante. En tout cas, je le pense. Je te laisse conclure, Cécile. C'est un challenge que l'on a du coup lancé avec l'accompagnement des hôpitaux dans le cadre de ce projet-là. Et pour terminer, je voulais juste mettre l'accent sur un autre outil sur lequel on peut s'appuyer pour cuisiner plus de bio. C'est la démarche Mon Resto Responsable qui a été créée par Restocco et la FNH, donc la Fondation pour la Nature et l'Homme. C'est une démarche participative au cours de laquelle les établissements de restauration collective peuvent progresser sur les 4 piliers de la transition écologique et sociale.
Donc, ils vont s'auto-évaluer pour rentrer dans la démarche et ensuite, ils vont pouvoir prendre des engagements qu'ils présenteront de façon publique, des engagements donc, sur lesquels, qui s'appuieront sur les 4 piliers donc, évoqués ici, le bien-être des convives, l'assiette responsable, les éco-gestes et l'engagement social et territorial. Et c'est notamment sur la partie assiette responsable qu'ils pourront se donner des objectifs d'approvisionnement en produits bio, durables ou de proximité. Donc, c'est une vraie démarche volontaire des établissements, donc avec une vraie envie de développer des achats. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas déborder. Et si je voudrais juste quand même dire qu'avant d'envoyer le PowerPoint, on fera rajouter le lien du site Mon Resto Responsable sur lequel vous pouvez retrouver des informations et retrouver tous les établissements qui sont engagés. Aujourd'hui, il y en a 2300. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Cécile et Jean-Pierre. Donc là, nous passons sur une session questions-réponses. Alors, on vient d'avoir une nouvelle question à l'instant, puisque les autres questions, Jean-Pierre, vous aviez déjà répondu. La dernière question est: parlez-vous bien de bio français? Car si bio d'Espagne ou autres pays de l'Union européenne, les cahiers des charges sont différents. Moi, je veux bien répondre en 3 secondes. L'attente aujourd'hui, elle est sur du bio français. Mais quand le cahier des charges, j'ai des exemples que je donne chaque fois, est mal écrit, on peut se retrouver avec des appels d'offres publics où on a exigé du bio, on n'a pas pris des précautions et les fournisseurs, à juste titre, exécutent le marché avec du bio qui n'est pas français. D'où l'importance de se faire accompagner en amont pour obtenir ce qu'on a envie. La stratégie d'achat, elle doit être claire et donc l'écriture du marché doit découler de la stratégie d'achat qu'ont décidé les élus ou les responsables de la restauration collective. Merci, merci Jean-Pierre. On avait également d'autres remarques. Peut-être que vous avez des infos. C'est une remarque sur l'écart du prix qui explose entre le bio et le conventionnel, mais notamment sur la viande. Là, mais j'ai vu que c'est Mehdi qui posait la question. Il a complètement raison. C'est pour ça qu'il est important de mettre des familles prioritaires pour démarrer. Tout ce qui est protéines, c'est un peu plus compliqué. Donc, quand on a un faible taux de bio et qu'on veut l'augmenter, il faut commencer par les productions maraîchères, par le BOF, la crèmerie, par éventuellement de certaines familles, comme le pain ou autre, et garder la protéine pour la fin. Mais il a complètement raison, c'est dans ce type de famille qu'il y a le plus gros écart entre le conventionnel et le bio. Donc, ne compensons pas par le compliqué, on voit que leur bonne connaissance du marché. Commençons par ce qui est plus simple, et quand on sera déjà à 7, 8, 10, 15, 12%, à ce moment-là, on peut attaquer la protéine qui est un peu plus compliquée, effectivement. Très bien. Également, comment faire pour regrouper, donc, pour reformuler la question, c'est comment faire pour regrouper les achats bio pour plusieurs écoles ou même établissements? Est-ce qu'il y a des aides financières? Comment faire avec les livraisons? Ça, c'est le point des achats structurels de chaque établissement. Géographiquement, combien de points, combien d'achats? Est-ce qu'il faut construire un appel d'offres? Est-ce qu'il y en a un en place? Comment on joue avec les fournisseurs pour obtenir de meilleures conditions ou pas? Est-ce qu'on passe par une centrale d'achat? Donc, du coup, j'ai du mal à répondre aussi vite que pour les autres questions. Du coup, là, il faut vraiment examiner la question. Et c'est tout le rôle de la personnalisation dont parlait Cécile au départ. Et enfin, une question sur les produits qui sont achetés, par exemple, via AgriLocal, dans le cadre d'un PAT local, peuvent-ils être considérés comme Egalim si la collectivité porteuse du PAT en a la volonté? J'ai vu qu'il y a une réponse de quelqu'un du PAT qui dit que oui. Bon, les textes disent que les produits locaux au PAT ne rentrent pas dans Egalim, si vous voulez. Après, voilà, ça c'est pareil. Si vous voulez, il faut remettre vraiment dans ce dont on a envie de parler et regarder précisément. Le texte dit produits issus des PAT ou produits locaux ne rentrent pas dans Egalim normalement. Mais bon, c'est pareil. Moi, je retiens ce que dit la personne. La volonté, ça fait la différence, la stratégie. Et après, on peut construire ses achats pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, si vous voulez. Quels que soient les textes, si vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut et comment on y arrive. Oui, tout à fait, Juliette. Du coup, je vais prendre la suite. Merci, Juliette. Merci, Jean-Pierre. Merci, Cécile, pour vos interventions. Juste pour cette question-là sur les PAT locales, en fait, c'était plutôt un commentaire qui était réalisé, mais effectivement, l'utilisation d'outils tels que AgriLocal
permet aussi d'avoir un accès en fait à une production qui est fléchée sur du local et accessoirement sur du bio, puisqu'on a quand même pas mal de producteurs bio qui sont aussi sur ces plateformes agri-locales qui sont déployées, je crois, depuis le département du Puy-de-Dôme et qui sont déployées sur plusieurs départements de France. Merci Restocco pour vos interventions. Je reprends la main pour la donner à Interbio Nouvelle-Aquitaine et à 3AR. Mais avant, nous avons une petite question qu'on va lancer. Donc la question concerne, selon vous, quelle serait l'action prioritaire pour vous permettre de progresser rapidement? Donc action prioritaire en termes de formation. Est-ce que ce serait d'organiser plus de formations dans vos locaux, avoir des formations plus poussées sur la durée, avoir plus de formations digitalisées, avoir une meilleure connaissance de l'offre de formation, libérer plus de temps pour suivre des formations, adapter les contenus de formation car elles ne correspondent pas à mes besoins et réaliser des formations avec des collègues d'autres établissements? On va laisser un petit peu de temps. Le temps que tout le monde participe. Voilà, on est à 52 votes pour l'instant. Donc 60 votes. C'est assez intéressant en fait, ce qui se dégage vraiment, c'est le besoin de réaliser des formations avec des collègues d'autres établissements qui ressort à 34%, suivi par libérer plus de temps pour suivre des formations. Donc on est vraiment sur ces deux aspects-là qui vous semblent prioritaires pour progresser. Donc réaliser des formations avec des collègues d'autres établissements et libérer plus de temps pour suivre des formations. Je vous propose de passer la main donc à 3AR, à Margot et Véronique. Donc Margot, je te laisse la main pour votre présentation. Merci Julien. Donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Margot Politi, je suis chargée de projet au sein du réseau 3AR. Donc c'est le réseau des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine. Et je suis accompagnée de Véronique. Oui, si tu peux avancer la diapo suivante, Julien. Je suis Véronique Bayon, je coordonne le pôle restauration collective pour Interbio Nouvelle-Aquitaine, donc qui fait partie du réseau des Interbio, pardon, qui a été brièvement présenté déjà tout à l'heure. Donc juste pour commencer, vous représentez déjà les réseaux régionaux de la commande publique durable. Nous, donc 3AR, nous agissons en Nouvelle-Aquitaine, mais il existe un interréseau de 12 réseaux à l'échelle nationale. Donc, je vous ai mis une carte, vous avez les différents noms des réseaux. Donc, il faut savoir qu'on a différents réseaux et que ça, du coup, permet une offre diversifiée d'accompagnement sur les achats durables en restauration collective. Ça peut prendre la forme... restauration collective, pardon, mais c'est aussi général sur la commande publique durable, pardon. Donc, il y a des formations, des rencontres territorialisées, des webinaires, sensibilisation en interne. Ça, en fait, l'offre d'accompagnement, elle peut être différente en fonction des structures. Mais aussi, il y a de nombreux outils qui sont à votre disposition, que je vais vous présenter en suivant. Donc, c'est le slide d'après. Voilà. Donc, parmi ces outils, vous avez donc, la REF. La REF, c'est un outil en ligne, un outil pratique pour connaître l'ensemble de vos obligations réglementaires en matière d'achat durable. C'est un outil qui avait été coélaboré donc, entre notre réseau 3R et le réseau Reseco, et avec le soutien du commissaire général au développement durable. Donc, à chaque fois, je vous ai mis les liens d'accès aux outils. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et donc, en fonction de votre type d'établissement et de votre projet d'achat, vous avez toutes vos obligations en matière d'achat durable. Un autre outil utile, c'est le guichet vert. Donc là, le guichet vert, c'est pareil, c'est porté au niveau national et dans pratiquement chaque région, vous avez un guichet vert. C'est un conseil environnemental de premier niveau qui est gratuit, de courte durée et en fait qui a pour objectif de vous permettre d'intégrer des considérations environnementales dans vos achats. Donc ça concerne toutes les familles d'achats.
Et ça peut être un projet d'achat en particulier ou même une approche un peu plus générale sur l'achat durable. Là aussi, je vous ai mis le lien. Vous avez accès au formulaire en ligne. Vous pouvez poser votre question et en fonction de où vous êtes localisé, c'est le réseau régional qui répondra à votre question. Nous, on répondra aux sollicitations qui viendront de Nouvelle-Aquitaine. Pour les autres outils, vous avez également la fresque des achats publics durables. Donc ça, c'est un outil qui a été développé par le réseau d'Occitanie, qui s'appelle le RESOC, toujours aussi avec le soutien du Commissaire général au développement durable. Donc la fresque des achats publics durables, c'est un outil de sensibilisation, c'est un outil ludique, collaboratif et visuel. C'est une animation qui dure 2 heures. Donc en fonction de votre territoire, vous pouvez vous rapprocher des différents réseaux de votre réseau régional de la commande publique durable. On a été formé pour pouvoir animer cette fresque. Donc, si ça vous intéresse de sensibiliser, par exemple, en interne des collègues, cette animation est possible. Vous avez une fois encore le lien avec plus d'informations sur l'outil. Et un avant-dernier outil qui est celui de la clause verte. Donc là, c'est sur Internet, un site Internet, qui est un outil qui vous permet de vous aider dans la rédaction de clauses et critères environnementaux pour vos marchés. Vous pouvez en plus faire sélectionner par segment d'achat et typologie de marché. Là, je vous avais mis une petite capture d'écran. J'avais fait une sélection sur l'achat de denrées. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des exemples de clauses, de critères. Ça peut être utile. Et ça, c'était le réseau de Hauts-de-France qui avait développé cet outil. Et le dernier outil, c'est le closier Egalim. Donc, c'est un closier qui avait été... la première version avait été publiée en 2023. Et donc, là, c'est le réseau 3R qui le porte. Il y a une mise à jour qui a été effectuée récemment, là, en septembre 2025. Il a été entièrement remis en forme et puis les données ont été actualisées. Donc, c'est un closier vraiment complet, assez utile. Vous allez retrouver un peu sous forme de pièces de marché, à la fois un règlement de consultation, cahier des clauses administratives et cahier des clauses techniques particulières, avec à chaque fois des conseils, des exemples de clauses, peut-être aussi des fois des ressources pour aller plus loin. Et à la fin du closier, vous avez également un carnet de contacts régionaux et le renvoi vers toutes les ressources utilisées. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments qui proviennent plutôt de contacts, on va dire, vraiment Nouvelle-Aquitaine, mais néanmoins, c'est quand même, ça peut servir à n'importe qui, où que vous soyez sur le territoire. Et vous avez encore une fois le lien pour pouvoir télécharger, pouvoir recevoir le document. Véronique, je te laisse la parole. Merci Margot. Je vais continuer pour vous parler d'une particularité. Enfin, on espère qu'elle peut-être interviendra partout, dans plusieurs régions. En tout cas, un partenariat spécifique à la Nouvelle-Aquitaine entre notre association Interbio Nouvelle-Aquitaine et 3AR. Et il s'appuie sur 3 points principaux, ce partenariat. Le premier, ce sont des expertises complémentaires entre nos 2 structures. Vous avez vu que le réseau des interbio nationales a plutôt une approche filière et sur l'offre bio locale en étant en capacité d'évaluer assez finement les besoins en achat alimentaire en lien avec les objectifs réglementaires nationaux et également politiques au niveau national, régional, départemental, voire parfois communal. Et ça, c'est possible parce que nous animons un collectif de fournisseurs bio-régionaux qui sont représentés par des acteurs assez variés, peut-être des producteurs via le réseau des chambres d'agriculture ou des groupements d'agriculteurs bio dans les départements, mais également les coopératives, les artisans, les entreprises, des distributeurs de toutes formes, spécialisés ou moins spécialisés d'ailleurs. Et cette connaissance du tissu économique bio régional et local facilite grandement l'identification de l'offre biologique locale. On en parlait tout à l'heure avec cette étape du sourcing. Donc, ça nous permet d'animer également un réseau important de collectivités. Et puis, de son côté, 3AR, vous venez de le voir, a une approche très spécialisée. C'est vraiment son cœur de métier sur les achats publics durables, avec une entrée de plus en plus large aussi sur les achats alimentaires et liés à la restauration collective. Donc, son expertise, elle est vraiment sur l'identification des leviers du code de la commande publique pour favoriser l'approvisionnement en produits durables de qualité et bio, bien évidemment, avec des outils. Vous les avez vus, nous, on les utilise
j'utilise régulièrement, ils sont très, très vraiment concrets, de plus en plus pertinents, je dirais, pour aider vraiment à la rédaction très concrète des marchés, ou en tout cas des démarches d'achat public. Et puis, il y a également aussi tout un réseau d'acheteurs, d'adhérents à l'association 3AR qui permettent de collecter un certain nombre de retours d'expérience. Le deuxième pilier de notre partenariat, c'est une histoire régionale qui a un petit peu de temps maintenant, un petit peu d'ancienneté, autour donc d'une dizaine d'années d'expérience. Les premiers échanges ont démarré en 2014 et puis ensuite une première formation commune sur le sujet des marchés publics en restauration collective est arrivée en 2016. Donc pour nous, en Nouvelle-Aquitaine, c'est une année importante parce que c'était juste après la réforme territoriale. On a fusionné, pour rappel, 3 régions pour arriver à regrouper 12 départements et donc un nombre très important de collectivités. Et puis, depuis cette date-là, nous co-animons ensemble 1 à 3 sessions par an sur ce sujet-là. Et puis, au fil des années, on s'invite également régulièrement sur des interventions croisées lors de nos événements respectifs, ce qui nous permet d'avoir une bonne interconnaissance. Donc, quelques chiffres clés en disant, ce sont 14 journées que nous avons organisées, réparties dans presque tous les départements de la région. Et puis, ça représente donc plus de 200 personnes. Donc, les personnes concernées, ce sont des acheteurs, donc des élus ou des responsables de sites de collectivités publiques. Et enfin, notre troisième pilier pour ce partenariat réussi, ce sont que nos actions, cette action-là en tout cas de formation, elle est soutenue par les pouvoirs publics, vraiment point incontournable pour que ça fonctionne bien et en tout cas de manière pérenne, comme ça l'est jusque-là, on espère que ça durera. Donc des financements État via la DRAF Nouvelle-Aquitaine et des financements de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un pôle spécifique lié à l'accompagnement de la restauration collective bio, ce qui nous permet de proposer ces actions de manière gratuite pour les collectivités. Voilà, donc c'est 3AR qui gère toute la partie communication et inscription, donc c'est assez clair pour les structures. Et puis enfin, sur les d'autres types d'actions que nous pouvons développer à côté ou en complément de ces formations, eh bien, du fait de notre bonne interconnaissance, Interbio peut être sollicité pour donner un avis, ouvrir son carnet de contacts pour trouver des exemples de bonnes pratiques. Et puis, ça nous permet aussi d'échanger sur les remontées de besoins de terrain pour faire évoluer cette offre de formation. Et donc, c'est ce qui a été réalisé en 2025. On va y venir juste après, avec une spécialisation, on va dire, de cette formation marché public qu'on faisait depuis plusieurs années de manière très classique, sur des besoins en gré à gré et d'autres besoins plus spécifiques, par exemple sur la gestion concédée, un sujet auquel on réfléchit pour 2026. Voilà. Je laisse la dernière partie à Margot. Merci Véronique. Oui, donc juste pour revenir sur les actions de formation qui ont été évoquées. Donc c'était pour venir vous les présenter un petit peu plus en détail. Donc sur la formation, on va dire classique, la première formation qu'on a déployée dans le cadre de notre partenariat, donc qui concerne l'introduction de produits bio, locaux et de qualité en restauration collective. C'est une formation qui s'organise sur une journée. Donc avec différents objectifs. Donc le premier objectif, c'est celui de repérer les intérêts de l'introduction de produits biolocaux en restauration collective. Également, de la même manière, repérer les freins et leviers, savoir identifier le marché, l'offre existante, identifier les modalités d'achat et de rédaction d'un marché en vue d'atteindre justement les objectifs de la loi Egalim, et enfin des astuces, comment faire pour formaliser la rédaction d'un marché. Et ces objectifs, pour y répondre, la formation s'organise en 4 temps. Donc ce sont 4 modules. Un premier module, on va revenir sur intérêt, frein, l'introduction de produits bio, durables et de qualité. Un deuxième module sur l'achat public en collectivité. Un troisième sur l'approvisionnement bio, durable, de qualité locale, formalisé en marché. Et enfin, dernier temps, sur plutôt des exemples de marché et retours d'expérience qui sont partagés. Donc ça, c'est pour la formule, on va dire, classique de la formation. Et là, depuis 2025, on a mis au point un nouveau module de formation qui, lui, est dédié aux achats de faible montant. Donc pour le gré à gré, il y avait une demande aussi d'avoir des éléments plus spécifiques pour les structures qui passent des achats de faible montant.
Donc l'objectif donc là oui, pardon, c'est sur une journée également, même format. Donc là, il y a 3 grands objectifs. Donc le premier, celui d'appréhender le cadre réglementaire en matière d'achat durable pour les denrées alimentaires. Donc on parlait évidemment de la loi Egalim, mais pas que. Acquérir les bases de la commande publique pour les achats de faibles montants. Et enfin, identifier les leviers d'action, les outils pour atteindre les objectifs de la loi Egalim et piloter le suivi de ces achats en gré à gré. Et donc, pour ce faire, il y a 3 grands temps. Un premier temps, donc on revient sur le cadre réglementaire en matière d'achat durable, un peu indispensable. Achat de faible montant, que dit le code de la commande publique? Donc là, on rentre un peu précisément sur le code. Et enfin, pour favoriser les produits bio locaux et de qualité, on vient partager, discuter un ensemble d'exemples de bonnes pratiques et d'outils pour aussi aider au passage à l'action. Et aussi pour votre information, donc là, il y a 2 sessions qui vont se tenir d'ici la fin de l'année. Si vous êtes sur le territoire néo-aquitain, plus précisément en Gironde ou dans les Pyrénées-Atlantiques, sachez qu'il y aura donc une session le 27 novembre à Saint-Émilion. Il reste encore des places. Et la deuxième date que j'ai eu l'information qu'après avoir préparé le webinaire d'aujourd'hui, mais qui se tiendra le 9 décembre à Saint-Palais, donc dans le Pays Basque. Donc si vous êtes sur ces territoires et que ça vous intéresse de monter en compétence sur ce sujet-là, sachez que vous pouvez vous inscrire. Vous avez les liens, enfin c'est accessible depuis notre site internet. Et je crois que c'est bon pour nous. Merci Véronique, merci Margot. Je ne vois pas forcément de questions dans le chat. Par contre, moi, j'en aurais. Étant donné que dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, il y a un GT économie en fait qui travaille actuellement un closier. Et effectivement, la question des closiers et des pièces travaillées depuis longtemps par 3R et puis par Interbio Nouvelle-Aquitaine font référence un peu dans le paysage de la préparation des marchés publics pour introduire plus de produits bio et donc aussi plus de produits de qualité et durable. Donc, je tenais quand même à le rappeler parce que c'est un travail qui, comme Véronique l'a rappelé, est assez ancien. Interbio Nouvelle-Aquitaine fait office de un petit peu locomotive sur ce type d'activité, en tout cas, sur la formation closier, préparation des marchés. Je n'ai pas vraiment de questions. Comme j'anime, je fais le déroulé, je n'ai pas forcément la vision des questions. Si je vois que Juliette, Laura, Mathilde ne réagissent pas, je vais passer la main du coup à Laura pour Cuisinons Plus Bio. Bonjour à tous. Alors, je suis connectée sur le compte de Juliette Vauvant, ma collègue, puisqu'on a un petit problème de connexion sur mon compte. Mais donc, moi, je suis bien Laura Faujour de l'équipe RHD de l'agence Bio. Donc, avant de commencer cette dernière introduction de intervention du webinaire, je voulais juste revenir rapidement sur le programme Cuisinons Plus Bio, que sans doute plusieurs d'entre vous ont déjà bien en tête. Mais voilà, vous rappelez que ce programme, c'est un programme qu'on a lancé en 2023 à l'agence Bio, un programme cofinancé par l'Union européenne et qui a pour cible le secteur de la restauration et les deux parties du secteur de la restauration, à savoir la restauration collective, mais aussi la restauration commerciale. Dans le cadre de ce programme, on a constitué depuis maintenant 2 ans et demi une communauté de chefs partenaires de l'agence qui vont être des profils de professionnels de la restauration, tout type de restauration confondue, et présents partout sur le territoire avec l'idée d'avoir le plus de diversité possible dans ces profils et de pouvoir solliciter ensuite ces chefs partenaires pour avoir des retours d'expérience et essayer, nous, de comprendre au fur et à mesure comment promouvoir de la manière la plus optimale possible le bio au restaurant et quels outils on pouvait produire pour aider à aller dans ce sens-là. Voilà, donc cette communauté de chefs ambassadeurs de Cuisinons Plus Bio, elle compte aujourd'hui un peu moins d'une centaine de profils. Elle est encore amenée à s'élargir et elle sera amenée à s'élargir dans les années à venir puisqu'on a eu la confirmation que nous disposons des fonds européens pour prolonger le programme sur 3 ans encore. Voilà, donc si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter sur Cuisinons Plus Bio. On a une plateforme et un site en ligne, cuisinonsplusbio.fr, sur laquelle vous retrouverez donc tous les profils d'ambassadeurs, mais aussi nos outils de formation qu'on a montés au fur et à mesure et qu'on va continuer d'enrichir.
Voilà, donc n'hésitez pas pour tous ces contenus. Et je passe la parole pour la dernière intervention à un de nos chefs partenaires, chez qui nous sommes rendus déjà plusieurs fois avec le programme et que nous avons fait intervenir aussi sur nos différents événements. C'est donc Anthony Routiot. Et Anthony, je te laisse prendre le relais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Anthony Routiot, cuisinier formateur et consultant culinaire. Je vais profiter de les 12 minutes que j'ai d'intervention pour vous présenter un petit peu mon accompagnement que je fais au sein de ma structure, Allied comme alimentation durable, et puis un petit peu aussi les constats et les leviers qui nous restent un petit peu à construire sur les années futures pour comment mettre plus de bio en restauration collective. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Donc, moi, les accompagnements se dissocient en deux temps. Donc, plutôt un temps conseil et accompagnement sur la mise en œuvre de la loi Egalim. Mais la loi Egalim seule, je dirais, ne suffit pas. Il faut aussi accompagner les équipes dans le concret. Comme disaient mes collaborateurs juste avant, c'est vrai qu'on fait souvent une partie de diagnostic de système de restauration pour voir un petit peu l'état des lieux de l'existant et puis les leviers qu'on peut ajuster pour aller sur un peu plus de bio ou de local, mais essentiellement de bio. Donc, c'est un travail plutôt d'observation, d'immersion en cuisine et d'analyse de la production, des services support logistique, qualité aussi, RH. Et puis, j'accompagne aussi les structures et les collectivités sur l'accompagnement et ce qu'on appelle, nous, au sein de l'association, de l'accompagnement de projets alimentaires de référence. On se rend compte souvent dans les collectivités, les projets sont tenus souvent par les élus, et quand les élus changent, parfois les projets alimentaires changent aussi de direction, et c'est quand même bien de les marquer un petit peu dans le marbre. Et puis mon deuxième volet, c'est plutôt un volet opérationnel, donc de formation sur 2 temps. Les formations se dissocient en 2 temps, plutôt en premier temps théorique sur l'échange collectif et individuel sur le bien manger, qu'est-ce que pour nous veut dire le bien manger, sur aussi une table des graines, voilà, sur la composition qu'on a aujourd'hui sur les légumineuses et les céréales demi-complètes, qui ont été un petit peu perdus depuis quelques années, qui reviennent quand même au goût du jour par rapport aussi à la loi Egalim et les obligations qu'on a. Et un deuxième temps, plutôt là, un temps théorique sur la mise en application, donc ce qu'on a pu voir sur le premier volet, et sur un temps de pratique et de conception de buffet. Et j'associe à chaque fois au sein des collectivités sur les temps de dégustation et de buffet des élus, des animateurs, des parents d'élèves pour venir échanger sur ce temps de buffet et de dégustation et de venir échanger aussi avec les personnes qui ont eu cette formation pour venir témoigner un petit peu du ressenti qu'ils ont pu avoir. Voilà, donc avec 2 approches sur les temps de formation, comme je l'ai dit. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Donc moi, un petit peu mon parcours, je suis issu d'une formation classique il y a déjà 25 ans, mais plutôt école hôtelière classique. Et j'ai travaillé 20 ans en restauration collective, 10 ans en médico-social dans des petites structures, plutôt EHPAD, et puis 10 ans en restauration scolaire, donc 10 ans à la cuisine centrale d'Angers, Papillette et compagnie. Je suis membre au sein d'un mouvement national qui s'appelle le Mouvement des cuisines nourricières. C'est un mouvement qui est assez récent, qui date de 2020, qui a été initié par Gilles Davot. Et ce mouvement, on a 2 approches. Donc, c'est un peu la description sur le temps pratique et théorique sur les formations. On a 2 approches. C'est comment végétaliser l'offre alimentaire. Donc, c'est la première approche, avec une partie cuisine alternative, comment alterner les sources de protéines animales et végétales sur le temps du repas. Et la deuxième approche qu'on a au sein du mouvement, c'est la cuisine évolutive. La cuisine évolutive, c'est quoi? C'est l'évolution des pratiques avec différents aspects, mais un aspect qui est fondamental, c'est la maîtrise des mesures en pesée, des mesures en température.
J'ai vu une question passer tout à l'heure sur la viande bio et la viande conventionnelle. La viande bio coûte plus cher que la viande conventionnelle. C'est vrai, ça c'est complètement vrai, mais derrière, il y a aussi une maîtrise à avoir en termes de technique culinaire, des températures à ne pas dépasser, parce qu'on se rend compte quand on dépasse certaines températures, c'est des viandes premières ou troisième catégorie ou deuxième catégorie, on peut perdre jusqu'à 25% du poids de la viande. Donc, quand on est sur des prix à 15 € le kilo, ce n'est pas négligeable d'avoir cette maîtrise de température. Et puis, alors moi, j'habite dans le Maine-et-Loire, dans l'Anjou, et depuis peu, je suis résident d'un tiers-lieu culinaire, C'est Bio l'Anjou, un tiers-lieu culinaire qui a été fondé il y a presque 10 ans. Donc, c'est une mutualisation de locaux pour les producteurs, pour le territoire. Au sein du tiers-lieu, on a une bulle de découpe pour des producteurs qui viennent faire de la découpe, qui ont des marchés de producteurs. On a une conserverie, on a un brassier, on a des différents acteurs en fait, qui interviennent au sein du tiers-lieu. Moi, au sein de tiers-lieu, je fais quoi? Alors, je peux faire de la formation au sein des cuisines nourricières. D'ailleurs, le tiers-lieu, c'est le siège social des cuisines nourricières. Mais depuis peu, je suis aussi, j'accompagne les producteurs autour des abats et de la valorisation des abats. Pourquoi j'ai eu ce projet-là? C'est que je me suis rendu compte depuis 1 an qu'on jette des abats. Voilà, c'est un fait. Les abats, ils partent à la poubelle, ils partent pour les chiens, principalement. Et du coup, je trouvais ça un peu aberrant, en fait, de jeter les abats. C'est quand même une matière de qualité, des matières nobles. Il y en a quand même peu par bête. Et du coup, j'ai initié des charcuteries à base d'abats, mais aussi à base de légumineuses, parce que c'est aussi une des valeurs que je défends. Donc, un peu un modèle hybride. Aujourd'hui, on parle beaucoup de modèle hybride. Et puis, des plats un peu traditionnels à base d'abats, toujours, pour déjà mieux rémunérer aussi les producteurs. On a un souci de rémunération des producteurs, mais déjà, il faudrait aussi les rémunérer sur l'ensemble de la production agricole qu'ils ont. On sait que 30% de la production agricole est jetée ou non valorisée. Donc, travaillons aussi sur ce levier-là pour valoriser la production. Donc, voilà pour mon profil. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Depuis quand et comment? Donc, je travaille sur la cuisine bio depuis plus de 10 ans. J'ai été marqué au fer rouge par mes parents, en fait, qui sont en retraite, mais qui étaient en agriculture biologique dans les années 90. Donc, un petit peu précurseur sur cette philosophie-là. Et du coup, j'ai quand même, en moi, j'ai un ADN bio qui découle. Et c'était normal que je valorise aussi cette agriculture-là sur la partie cuisine. J'ai structuré mon approche depuis pas mal d'années, mais autour de plusieurs associations. Donc, je vous ai parlé Mouvement des cuisines nourricières, au sein du dispositif a parlé Laura, donc Cuisinons plus bio pour l'agence bio. Et j'ai créé en 2024 ma structure ALID comme alimentation durable pour accompagner les collectivités à aller dans cette démarche tout en ayant une maîtrise des coûts, parce qu'on voit bien dans le sondage, mais les premières questions qui sortent, c'est le bio va me coûter plus cher. Bien, moi, je vais vous prouver qu'il ne va pas vous coûter plus cher, c'est qu'il y a des leviers ajustés autour pour avoir une maîtrise des coûts. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est acheter de saison. Ça, c'est quand même très, très important dans l'achat. Et puis, mes interventions que j'ai menées jusqu'ici, alors je suis assez récent, hein, 2024, la création de ma structure, mais j'ai accompagné plutôt des communautés de communes autour de chez moi, Valbaugeois, Aubrissac. Et puis, au niveau national, 50 ans Yvelines, Blois. Hier, j'étais à Gâtines-Racan, à côté de Tours. Et puis, je vais accompagner le CNFPT Normandie très prochainement, dans 15 jours, sur des formations végétariennes. Voilà. Et les problématiques que je rencontre souvent sur le terrain, ce qu'on me ressort, c'est le bio, c'est cher, c'est trop cher. Moi, j'ai envie de dire, peut-être ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est le gaspillage alimentaire. Même si beaucoup d'établissements ont mis des choses en place sur le gaspillage, mais on se rend compte que quand même, il y a un vrai levier d'économie sur le gaspillage alimentaire. Ce qui coûte cher aussi, il ne faut pas en faire une généralité, mais ce qui coûte cher aussi, c'est les produits transformés. Quand je vois aujourd'hui sur l'offre végétarienne des produits transformés à plus de 10 € le kilo, je me pose quand même la question en termes de coûts et la maîtrise des coûts. Est-ce qu'on est quand même
dans les bonnes choses. Ce que je me rends compte aussi en formation, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est le manque de connaissances des cuisiniers ou des cuisinières sur les légumes et les céréales demi-complètes. On connaît tous le haricot blanc, le haricot rouge, le pois chiche, un peu la lentille, mais ça va s'arrêter un petit peu là. Et on ne connaît pas bien comment les mettre culinairement en exercice et comment faire aussi des associations entre les légumineuses et céréales et légumes. Ce que je remarque aussi, mais c'est complètement humain, c'est la peur du changement autour d'une nouvelle stratégie de cuisine. Je l'ai dit, mais la dépendance parfois aux produits ultra transformés. Parfois, c'est la faute de temps. On n'a pas forcément le temps en cuisine. Donc, dans les formations, moi, j'actionne des leviers pour récupérer du temps en cuisine. C'est-à-dire, j'ai une approche très pragmatique. Je pose toujours la question, pourquoi faut-il éplucher des légumes quand on les cuit? Voilà. Peut-être juste un lavage de légumes et un brossage, ça évite de passer du temps et aussi d'avoir une perte de matière. Donc, retrouver en fait des leviers de temps pour pouvoir aller un peu plus sur de la cuisine fait maison ou un peu plus de temps parce qu'on est à la recherche du temps. Parfois, l'organisation de travail, donc ça, c'est plutôt dans les parties accompagnement conseil. On se rend compte parfois, il y a des organisations de travail ou du matériel qui n'est pas bien mis en place. Et puis, le gaspillage, je l'ai dit, qui quand même absorbe parfois 15% du budget alimentaire. Et ce n'est pas neutre sur ce volet-là. Alors, comment déployer plus de bio et comment aller plus loin? Il y a différents leviers. Il faut agir, je dirais, sur plusieurs niveaux. Un niveau, mais c'est pas le pilier majeur, mais c'est former davantage les équipes sur comment cuire les légumineuses, comment cuire les céréales demi-complètes, comment organiser des postes de travail, comment revisiter un peu des classiques et de gagner du temps autrement. Ça va être accompagné sur les organisations. La théorie, on sait bien, ça ne suffit toujours pas. Il faut aller plus loin en cuisine et revoir parfois les fiches techniques, revoir les grammages, revoir les modes opératoires, revoir le matériel, revoir essentiellement de choses. Le changement, il vient quand même par le geste. C'est comme ça qu'on arrive à initier les équipes en mouvement. Comment déployer mieux en harmonisant les outils, je dirais en levant aussi les freins humains. On parle de la peur du changement, ça c'est humain, mais aussi redonner l'envie aux cuisiniers, redonner un sens au travail. La cuisine en restauration sociale, il y a beaucoup de choses par injonction. L'HCP est venu un petit peu une contrainte aujourd'hui sur le quotidien des cuisiniers. Moi, je vois parfois le temps que ça représente sur cette partie-là. Finalement, ce n'est pas du temps qu'on est en cuisine. Le repas végétarien est vécu parfois comme une contrainte. Donc, les gens ne comprennent pas le sens. Donc, redonner du sens au changement. Valoriser aussi le végétarien sans frustration. Parce que dans le mot végétarien, déjà, tu n'as rien. Donc, c'est compliqué d'initier du mouvement et un changement. Et puis, capitaliser les retours terrain. Et je rejoins aussi le sondage. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Les gens autour de collectivités aiment bien avoir des formations et échanger sur interprofessionnel. Pas être qu'une même structure, avoir différentes structures. Ça, c'est quelque chose de très enrichissant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin. Finalement, les problématiques, parfois, on les a d'un établissement qui n'est pas très loin. Et comme je dis toujours, à plusieurs, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite. Mais donc, c'est essentiel d'avoir un échange et un partage. Et puis, ce qui fonctionne quand même dans un territoire est souvent transférable dans un autre. Donc capitaliser de territoire en territoire pour initier des démarches un peu plus concrètes. Je pense que c'est fini pour moi. Voilà, merci de votre attention. Merci Anthony.
Parfait. Alors, du côté des questions, alors, on a eu pas mal de questions sur la réunion, mais j'en profite juste pour prévenir qu'on vous a donné. Enfin, l'idée, c'est plutôt de récupérer votre contact mail pour qu'on envoie toutes les réponses personnalisées parce qu'on est peut-être un tout petit peu à côté du sujet du webinaire là, mais avec grand plaisir pour vous envoyer toutes les informations. Alors, sur ton intervention, Anthony, on avait une question sur les abats. Les abats, pas forcément faciles avec primaire et maternelle, pas beaucoup de succès. Quelle est ta recette secrète pour justement pour redonner envie autour d'un produit qui est pas forcément très connu, on va dire, en termes de recette? Alors, les abats dans une recette, en fait, ce n'est pas l'élément majeur que je mets. C'est-à-dire, dans une bolognaise, par exemple, je vais mettre 20% de foie. Je vais mettre de la viande de bœuf, un bon bœuf qui a eu une vraie vie de bœuf. Et je vais mettre de la légumineuse. Finalement, en fait, là-bas, il est là aussi en agent de masse, comme la légumineuse, mais il n'est pas dominant. Et le goût, on ne le ressent même pas, finalement. La légumineuse fait aussi son job d'agent de masse. Donc là-bas, il faut le doser. Et je rejoins, si c'est trop fort en goût, surtout sur des abats assez intenses en termes de goût, comme le foie, les enfants vont être freinés. Et un élément aussi important mais je dirais un peu plus large, sur la cuisine végétarienne, finalement, la dénomination du plat qu'on va véhiculer sur une recette, il faut peut-être pas être trop explicite. C'est-à-dire, si on met une bolognaise avec des abats, on n'est pas obligé de forcément de l'afficher sur le menu, parce qu'en fait, on peut parfois frustrer les enfants. On sait que souvent, un enfant sur une table de 5 ou 6, s'il n'aime pas un produit, eh bien, les 5 petits copains derrière vont pas aimer le produit. Donc, il ne faut pas forcément être trop explicite. Des lasagnes végétariennes, on n'est pas forcément obligé de les appeler des lasagnes végétariennes. On peut appeler ça des lasagnes avec des légumes d'automne, sans rentrer dans le détail de végétarien, parce que le végétarien, ça frustre certaines personnes. Et juste sur le mot végétarien, on va perdre en fait des gens qui vont potentiellement goûter ou leur donner envie. Donc la dénomination du plat est très très important. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à la question, mais voilà. Si. En tout cas, c'était une partie de la question qui était effectivement, surtout auprès des enfants, la difficulté de faire aimer tout de suite les abats. L'autre question, elle est un peu dans la continuité, c'était justement sur ces menus végétariens pour les enfants. Donc, c'est un peu ce que tu disais. Mais du coup, il y a aussi ce risque du gaspillage. Donc, voilà, comment varier les menus végétariens pour les écoles avec des produits différents qui ne sont pas toujours bien ressentis par les enfants. Donc, tu disais effectivement de varier dans les titres, de ne pas forcément l'indiquer de manière frontale et puis de faire, de varier en termes de proportion. Mais je ne sais pas si tu as d'autres bonnes pratiques pour varier le menu végétarien. J'ai un exemple. Nous, au sein de l'association du mouvement des cuisines nourricières, on est sur une approche de format de plat, ce qu'on appelle, et pas sur une approche de recette. C'est-à-dire, on va avoir, mettons, une entrée, un format de plat sur une entrée. Ça va être une salade céréalienne qui est composée d'une céréale demi-complète, d'une légumineuse, d'un légume cru, d'un légume cuit. Et finalement, en fait, en ayant ce format de plat, on peut avoir une diversité de recettes. On peut avoir le même format plat sur un gâteau à base de légumineuses. Le format de plat, c'est une purée légumineuse avec des œufs, du sucre, du beurre. On a un élément différenciant qui va venir jouer sur la désignation du produit. Si on met du cacao, on va faire un gâteau au chocolat. Si on met des pommes, on va faire un moelleux aux pommes. Si on met des noix, on va faire un gâteau aux noix. Si on met des amandes, on va faire un gâteau aux amandes. Mais en fait, juste en changeant un élément, pas forcément en changeant toute la recette, eh bien, on va avoir une diversité de produits et une simplicité pour les cuisines. Ce qu'il faut redonner quand même aux cuisines, c'est avoir de la simplicité. Quand je vois qu'un bœuf bourguignon, alors là, on est vraiment dans la culture culinaire, la cuisine codifiée de 1900, le temps des calèches. Mais quand je vois qu'un bœuf bourguignon, il a 15 étapes, 15 produits, très clairement, les cuisiniers, ça fait un peu peur quand même le matin quand on arrive, qu'on a 15 étapes à faire, 15 produits. Si j'en ai pas un, je ne fais pas la recette. Donc, du coup, on élargit un peu ce spectre-là.
On réduit aussi le champ des produits qui dit le champ des étapes. On regagne du temps, on redonne un peu de souplesse et de légèreté en cuisine. Et on remet aussi le cuisinier acteur du temps de cuisine et vraiment de la valorisation du métier de cuisinier. Donc, plutôt l'idée d'avoir un esprit beaucoup plus large, donc format de plat, et pas être vraiment dans une contrainte de recette. Et finalement, c'est le vivant, c'est le seul qui nous donne ce qu'on doit manger en ayant cette approche de format de plat. Si on fait un flan, admettons un flan de légumes, il sera différent l'été que l'automne que l'hiver. L'approche que j'ai, moi, sur les flans ou les quiches, on nous a toujours appris qu'un appareil… Alors, je vais rentrer vraiment technique cuisine, mais c'est mon métier principal. Je vais vous donner envie, même si ce n'est pas l'heure de manger, mais un flan, un appareil à quiche, on nous a tous appris pour 1 litre de liquide, donc moitié lait, moitié crème, on met 6 à 8 œufs au litre. Eh bien, moi, je suis plutôt dans une approche de ne pas utiliser de crème, non pas parce que ce n'est pas bon, mais parce que en fait, ça prend beaucoup de matières premières, beaucoup de lait. Vous ne savez peut-être pas, mais pour faire 1 litre de crème, il nous faut 12 litres de lait. Pour faire 1 kilo de beurre, il nous faut 22 litres de lait. Donc, on a un constat, on a de moins en moins de production en France. Peut-être arrêtons d'utiliser trop de produits qui prennent trop de ressources au départ. Donc, moi, j'ai plutôt une approche d'une quiche avec du yaourt, avec des œufs, en diminuant aussi l'apport d'œufs et en mettant un peu de fécule de maïs. Le ratio, si j'enlève un œuf, je mets 30 grammes de fécule. Mais repenser aussi la cuisine avec les enjeux d'aujourd'hui, de l'agriculture, les enjeux de santé, les enjeux environnementaux. On ne peut pas avoir la même approche de cuisine des années 80 et les approches aujourd'hui en 2025 avec les problématiques qu'on connaît tous. Voilà. Merci pour cette réponse. On a une autre question. Alors, de manière assez simple, comment tu expliques à des enfants qui, en fait, se questionnent sur, finalement, pourquoi on nous impose de manger végétarien? Mais justement, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une explication avec les enfants, avoir un discours. Il faut que le cuisinier sorte aussi de sa cuisine. Alors, le cuisinier n'a pas été habitué à sortir de sa cuisine. Donc, il faut aussi avoir des échanges avec les enfants. Moi, sur plusieurs collectivités, donc en Bretagne, dans une école, à la Cinéfabrique aussi à Lyon, c'est une école de cinéma, où les élèves, petits ou grands, parce que là, on est sur une école primaire en Bretagne, on est sur plutôt des étudiants qui ont 20 ans sur la Cinéfabrique, mais il y a vraiment un projet pédagogique autour de l'alimentation. Les enfants viennent faire de la pluche. Voilà, c'est vraiment un temps pédagogique. Et en fait, on raconte aussi des histoires avec les enfants. On les capte, on raconte des histoires. Et en fait, on se rend compte que quand les enfants ils ont participé à écosser les petits pois, bah, finalement, déjà, ils savent ce que c'est le petit pois. Parce que quoi qu'on dise, bah, il y a des enfants, ils ne savent pas ce que c'est le poireau, ils ne savent pas ce que c'est le petit pois. Donc, on apprend aussi, on éduque aussi les enfants. Ce n'est pas forcément le rôle du cuisinier, mais on sait que si les enfants veulent aussi manger et veulent aussi adhérer à une recette végétarienne qui n'est pas forcément connue, eh bien, il faut aussi leur expliquer de quoi est composée la recette. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas un plat, et bien finalement, on ne va pas le consommer, on ne va même pas le goûter. Donc, il faut expliquer aux enfants. Voilà. Et moi, je dis toujours sur les enfants, ce qui est bien, c'est dans l'intitulé d'une recette, d'avoir la notion de conte, de récit, c'est-à-dire faire une quiche avec le haricot magique, je ne sais pas, une tarte avec les légumes aventuriers. En fait, donner un petit peu l'envie de l'enfant qui connaît, c'est-à-dire le petite idée de conte, quelque chose qui puisse déjà lui donner envie de goûter. On ne veut pas forcément qu'il mange toute la part entière, mais sur des nouvelles recettes, en tant que cuisinier, on est frustré que l'enfant ne veut pas goûter. Donc, initier, pas s'arrêter sur un essai, parce qu'on sait qu'il faut faire 6-7 fois la recette avant que l'enfant puisse l'intégrer. Mais voilà, et ces petites actions au quotidien amènent à un moment donné que l'enfant il a un petit peu capitalisé et compris certaines choses. Merci Anthony. Alors, on a une question qui vient d'arriver aussi sur le soja dans les repas végétariens. Est-ce que, enfin voilà, quel est ton rapport au soja dans les repas végétariens, dans la proportion de son usage, surtout depuis les recommandations de l'ANSES, ce qui est cité dans la question? Alors, le soja, c'est un vrai débat. Il faut savoir que, alors moi, j'ai travaillé un peu en Asie. Il faut savoir qu'au Japon, la base de l'alimentation au Japon, c'est quand même le soja et le blé.
Pour autant, je ne crois pas que les Japonais ont beaucoup de problèmes de santé ou ce n'est pas connu. Ce qu'il faut, je dirais, faire attention sur le soja, c'est au départ, on a eu beaucoup de protéines de soja d'extrudés. Donc, c'est plutôt ces sojas-là qui sont plutôt dans le viseur du rapport de l'ANSES, certainement. Mais des choses en dérivés de soja, des choses un peu naturelles comme le tofu, moi, j'ai envie de dire, c'est toujours la quantité et le dosage qu'on en fait au quotidien. J'ai pas trop d'avis. Moi, personnellement, je mange du tofu. Voilà, c'est toujours la notion de quantité. Voilà un petit peu mon avis. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui avec le rapport de l'ANSES qui a quand même plutôt mis en lumière d'enlever le soja en restauration scolaire. Ouais. Peut-être pour compléter, Laura, du coup, tu parlais beaucoup de protéines végétales tout à l'heure, Anthony. J'imagine que bon, le soja en fait partie, mais il y a énormément d'alternatives et de choix aussi en termes de protéines végétales que tu valorises au travers de tes recettes. On sait que, Julien, un des premiers leviers pour augmenter en bio sans avoir une contrainte de coût, alors on parlait des achats de saison, voilà, ça c'est des leviers essentiels. On sait que végétaliser l'offre alimentaire est un levier pour aller sur plus de bio. Et puis aussi, moi je suis beaucoup dans l'initiation de cuisine un peu hybride, c'est-à-dire une bolognaise, on peut y mettre un petit peu de lentilles. Je ne dis pas faire que de la lentille, mais avoir un modèle un peu hybride, c'est-à-dire on mixe un bon bœuf, un bon porc, tout ce qu'on veut, mais avec soit de la lentille qu'on voit, soit de la purée de légumineuse qui vient être plutôt en agent de masse. On a un peu perdu aussi les éléments essentiels de la légumineuse. Un petit chiffre, en 1900, on mangeait 16 kg par an par habitant de légumineuses. En 2000, on en mange 1,6 kg. Donc forcément, il y a eu des effets où à un moment donné, on en mangeait trop après-guerre, mais on voit bien que la légumineuse, on l'a perdue dans nos livres de recettes. Et en fait, elle a vraiment des atouts, la légumineuse, vertueuse d'un point de vue agronomique, ça on le connaît, captation de l'azote, mais d'un point de vue aussi coût. Je ne connais pas beaucoup de denrées, quand on les achète, qu'une légumineuse, une lentille bio locale, on sait que ça va nous coûter 5 € le kilo. Mais par contre, quand vous la cuisez, elle vous en donne 2 kilos. C'est quand même formidable, en fait, comme produit. C'est que finalement, c'est plus 5 € le kilo, c'est 2,50 €. On sait que ce qui coûte cher dans un repas, c'est la viande, c'est la part de la protéine animale. Donc peut-être aller sur des modèles un peu hybrides. Parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, la légumineuse, elle s'efface tout le temps dans une recette. Moi, j'ai beaucoup de recettes sur des entrées, sur des sardinades, des macronades, sur des tapenades, des guacamoles avec toujours un peu de légumineuse derrière. Ça permet quand même de réduire les coûts, de prendre des produits de meilleure qualité. Voilà, donc le champ des légumineuses, il est très varié. Tu l'as dit, donc, mais haricots blancs, flageolets, pois cassés, lentilles. On peut aller sur des haricots mango, les haricots azuki, les black eyed peas. Voilà, il y a plein de choses. Et puis aussi sur les céréales. Les céréales, on est beaucoup aujourd'hui porté sur des céréales plutôt blanches. Voilà. Allons plutôt sur la céréale demi-complète, même si, oui, je l'accorde, c'est des céréales visuellement, en fait, qui sont un peu plus marronnées, mais ce qui est logique, il faut l'expliquer avec les enfants, pourquoi il y a cette couleur-là, les bienfaits aussi nutritionnellement qu'elles apportent. Voilà. On va aussi en manger moins parce que la céréale demi-complète a un côté plus rassasiant que la céréale classique. Donc voilà, mais c'est un travail de longue haleine. Oui, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un travail de longue haleine. Merci Anthony. J'avais peut-être aussi une question, mais peut-être aussi à Karim, du coup, puisque vous êtes les deux cuisiniers. Alors peut-être que Jean-Pierre aussi était cuisinier, mais c'était sur la question. Alors toi, plus précisément sur le CNFPT Normandie, tu peux nous indiquer un petit peu l'accompagnement que tu fais. Et la deuxième question, donc du coup, pour peut-être vous deux, c'est-à-dire que quand je vois le sondage et que je vois qu'il y a un vrai besoin des professionnels d'avoir plus de formation avec d'autres collègues, comment vous le traduisez, ce constat-là, comment vous l'exprimez et vous, est-ce que vous avez été confronté à ce type de besoin aussi au travers de votre carrière professionnelle? Donc, pour répondre à ta première question, l'accompagnement du CNFPT Normandie, c'est un accompagnement sur un appel d'offres sur 4 ans. Alors, on est plusieurs
plusieurs membres du mouvement des cuisines nourricières à accompagner le CNFPT Normandie. On est vraiment sur une demande d'offres végétariennes. Voilà, il n'y a pas du tout le sujet protéine animale. On est vraiment sur l'accompagnement d'une offre végétarienne avec une partie sensibilisation théorie et puis une partie pratique. On est plutôt sur un format de 2 jours de formation. Et on se déplace dans les lieux de production. C'est-à-dire, on va dans les écoles, dans les lycées, ou dans les collèges, peu importe, mais vraiment utiliser les contraintes du quotidien des cuisiniers. À chaque fois, je fais des formations comme ça. Et pour répondre à ta deuxième question, en fait, le cuisinier a parfois besoin de se sentir entouré de d'autres professionnels. Parfois, moi, je vois beaucoup de petites structures quand même. J'étais hier à Gâtine-Racan, il y avait des structures où il y avait une cuisinière, elle avait 45 enfants. Elle fait tout de A à Z, c'est-à-dire elle fait les menus, elle fait tout, elle fait aussi du ménage à côté. Et en fait, ça y a fait vraiment beaucoup de bien d'aller dans une formation et d'échanger avec d'autres professionnels, d'apprendre des choses. Et moi, ce que j'initie aussi depuis 1 an, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp sur en fait toutes les personnes qui passent en formation. Je les intègre dans un groupe WhatsApp s'ils le veulent. Aujourd'hui, le groupe WhatsApp, il a plus de 100 cuisiniers. Là, juste la porte d'entrée du groupe WhatsApp, il faut être cuisinier et cuisinière parce qu'on n'échange que des recettes sur le groupe WhatsApp. Et en fait, ça permet de fédérer en fait, et aussi ça permet parfois d'initier un mouvement. Et parfois en cuisine, on est devant une recette, on ne sait pas comment la faire, on aimerait bien avoir la solution. Et ce groupe WhatsApp, il est là aussi pour ça. C'est-à-dire, moi, je vois parfois passer, tiens, je voudrais faire utiliser tel produit parce que j'ai un produit local. Par contre, je ne sais pas du tout comment le mettre en œuvre. Aussitôt, il y a quelqu'un qui répond, moi, je l'ai fait. Et en fait, on sent vraiment une émulation en fait, et une entraide. Voilà, l'entraide, elle est quand même importante. On est sur des métiers collectifs. On est dans une cuisine collective et se sentir accompagné d'autres professionnels, c'est plutôt enrichissant et c'est porteur. Voilà. Et je vais laisser la place aux autres. Ah, c'est bon. Julien, tu avais ton micro coupé, tu avais peut-être redonné la parole à Oui, Karim. Karim, tu voulais intervenir peut-être? Pardon. Peut-être pour compléter rapidement ce que disait Anthony, compléter puis résumer un petit peu, c'est vrai qu'on a la phase de diagnostic du coup qui est vraiment importante pour se rendre compte sur site. Comme on disait, chaque établissement est différent. Après, on a le volet formation aussi qui va être importante, de réunir les cuisiniers en terrain neutre, de nous leur proposer les leviers qu'on a. Et puis, je rejoins Anthony aussi sur ce qu'il disait, le fait de créer du réseau entre les cuisiniers, ça permet aussi d'échanger les bonnes pratiques. Moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que moi, j'accompagne certains lycées de la région Centre-Val de Loire aussi, pour développer les achats de produits de qualité. Et on s'aperçoit que faire la formation, c'est une chose, leur donner les techniques sur les formations, c'est bien, mais après, il faut qu'ils les répètent sur leur site, en fait, les techniques qu'ils ont appris en formation. Il y en a qui peuvent être des fois inquiets. Si on a vu une recette en formation, par exemple, pour 10 ou 20 personnes, est-ce que le cuisinier va se sentir de la répéter pour 400 personnes? Et des fois, le fait de faire des accompagnements ponctuels directement dans leur établissement, ça permet de réaliser les recettes en conditions réelles et après, derrière, que le cuisinier soit plus à l'aise derrière pour continuer le long de l'année, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je crois qu'il y avait un point aussi sur le nombre d'intervenants dans le cas des formations proposées par le CNFPT. C'était un échange que j'avais eu avec Marine. Je crois que ça avait évolué, non? Il y avait un nombre minimum requis maintenant au niveau des formations.
Oui, c'est ça, effectivement, le nombre. Alors, nous, effectivement, comme disait Anthony, en fait, la formation, elle est collective et c'est très important. Il faut respecter un nombre maximum pour avoir les conditions optimales, en fait, en conditions réelles, en cuisine. Donc, nous, on bloque à 12 participants en général et il faut que la cuisine soit quand même assez grande pour qu'on puisse avoir 12 cuisiniers en place qui pratiquent sans se marcher sur les pieds et avec le matériel nécessaire. Voilà. Après, le CNFPT a effectivement, selon les régions et les départements, peut-être des règles un peu différentes sur le nombre minimum de participants sur une formation. Mais c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir avoir ce réseau, de pouvoir lever en fait les freins au changement, parce que la formation, c'est une première étape, et comme disait Karim, de l'accompagnement individuel par la suite. Ça permet en fait de lever les craintes au changement, et Anthony les a cités tout à l'heure, ou Jean-Pierre, sur effectivement, est-ce que je suis capable, est-ce que le matériel que j'ai est approprié, comment est-ce que je peux faire ça, comment est-ce que et je me sens pas capable, j'ai peur que les convives n'acceptent pas. Enfin voilà, c'est plein de questions, et l'accompagnement au changement, il se fait étape par étape. Il faut surtout pas essayer, faut peut-être pas essayer de travailler sur tous les leviers et tous les angles d'attaque dès le départ, mais bien de définir une stratégie avec les différentes grandes étapes et les objectifs intermédiaires au milieu, quoi. Ouais. Merci Marine, merci Karim pour votre témoignage. Je ne sais pas si d'autres intervenants souhaitaient conclure, prendre la parole. J'ai dans le chat, en fait, la dimension réseau, elle ressort beaucoup. Laura, ma collègue, vous l'a introduite tout à l'heure au travers de la campagne Cuisinons plus bio, qui est une campagne qui effectivement a vocation à valoriser des profils de chefs qui s'engagent ou qui s'engagent depuis longtemps ou plus récemment vers l'introduction de produits bio. Si personne d'autre veut intervenir, je vous propose. Alors oui, juste sur cette demande de réseau, il y a des témoignages dans le chat en fait où on est on est interpellé sur le fait que ce serait intéressant de rejoindre des groupes WhatsApp, donc plutôt une dimension réseau qui est demandée. Donc Laura et Juliette, vous l'ont rappelé tout à l'heure, la campagne Cuisinons plus bio, on va la renouveler pour 3 ans. On a eu l'information la semaine dernière, ce qui veut dire qu'on va continuer ce travail de recrutement et de valorisation des profils et d'animation également, et de valoriser aussi les acteurs qui s'engagent à introduire plus de bio. Julien, pardon, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'il y avait aussi des questions sur le groupe WhatsApp d'Anthony précisément sur les recettes. Donc, je ne sais pas, Anthony, on laissera ton contact, et peut-être le mieux, c'est de prendre contact avec toi directement pour ce groupe-là. Mais voilà. En tout cas, on donnera suite à ces demandes-là en vous donnant les contacts appropriés pour les personnes intéressées. En fait, je ne peux pas rajouter des gens qui n'ont pas eu une sensibilisation, un accompagnement, parce qu'il faut comprendre en fait d'où on vient et où on va. Déjà d'une. Par contre, après, en privé, je pourrais partager des recettes, mais c'est une autre philosophie en fait. Donc, il y a d'autres choses aussi à intégrer avant de dire moi, je veux des recettes. C'est comprendre aussi les choses. Je parlais tout à l'heure de sens. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en place en cuisine. Je prends un exemple. En fait, moi, lors de ma formation, il y a 20 ans, mais le sel dans une recette, c'est noté, mais même c'est encore aujourd'hui, et Julien, on a déjà eu des sujets sur les formations école hôtelière, mais le sel, c'est marqué PM dans des fiches techniques, ça veut dire pour mémoire. Ça veut dire entre Hugo, Robert et Bertrand, ils vont mettre ce qu'ils veulent. En fait, c'est faux. En fait, le sel, on doit avoir une maîtrise du sel, on doit avoir une maîtrise du sucre. Et en fait, voilà, c'est cette approche-là qu'il faut redonner, remettre au sens. Et même l'eau, c'est pareil. On parlait tout à l'heure des viandes. Moi, quand je demande au cuisinier, mais tu mets combien en eau dans un bourguignon? Moi, je mets à hauteur. Non, en fait, il y a une maîtrise de l'eau à avoir, parce qu'on se rend compte, et moi, je l'ai constaté, et j'ai travaillé pendant 10 ans dans une grande cuisine qui faisait 15 000 repas, où parfois, on avait trop de bouillon d'un bourguignon
Qu'est-ce qu'on faisait? Du bouillon, il partait dans les égouts. Donc, ça veut dire qu'on avait du goût qui partait dans les égouts. On sait que la viande, elle va relâcher en fait de l'eau naturellement. Donc, en fait, il y a une maîtrise de la pesée à avoir, de l'eau. Finalement, ça paraît bête, mais l'eau, le sel, le sucre, parce qu'en fait, il y a derrière, il y a vraiment des actions derrière qui vont contribuer en fait à l'amélioration de la cuisine, l'amélioration du plat, la maîtrise du coût, mais du coût dans sa globalité de la recette. Pas que la maîtrise du coût à l'achat. Jean-Pierre l'a dit, parfois on se rend compte que le bio ne coûte pas plus cher en fait que le conventionnel. Et puis, comment on le maîtrise aussi en cuisine? Parfois, on se rend compte que ça coûte même moins cher que sur le conventionnel. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, je suis preneur de partager des idées, mais encore faut-il d'avoir aussi une culture et se acculturer, je dirais, cette philosophie. Voilà. Je suis désolé, ma caméra ne fonctionne plus. Il n'y a pas de souci, Anthony. Du coup, bien, on va conclure ce webinaire, à moins que les intervenants souhaitent intervenir, ce que je ne vois pas. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, on le mettra en replay sur le site Cuisinons Plus Bio et Agence Bio. Et on recompilera les questions. Si on n'a pas apporté des réponses à un certain nombre de questions, on transmettra ces éléments de réponse. On vous transmettra ces éléments de réponse, ainsi que on mettra en relation aussi les intervenants avec les différentes personnes qui se sont connectées. Voilà. Je vous remercie. Merci à mes collègues, à Mathilde, aux intervenants, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.